Il suffit d'une chanson, 3 minutes, un mot, un regard. Et soudain, tout bascule. En 2018, une voix traverse les frontières, explose les codes et fait trembler les fondations mêmes de la musique française. Dja. Derrière ce tube planétaire, une femme, une voix rauque, un accent qui détonne, une allure fière. Aya Nakamura. Mais ce que vous avez entendu à la radio, ce que vous avez vu dans les clips, ce que vous pensez savoir sur elle, ce n'est qu'un vernis, car derrière la star, il y a une femme qui dérange, une femme qui ne demande pas l'autorisation, une femme qui s'impose, une femme qui a grandi dans la banlieue, avec ses cicatrices, ses colères, ses rêves étouffés. Pourquoi est-elle autant adulée et autant rejetée? Pourquoi chacun de ces mots devient-il une polémique? Pourquoi le monde entier semble fasciné par elle, sauf une partie de la France? La vérité que cache Aya Nakamura, ce n'est pas seulement celle d'une vie privée compliquée. C'est une vérité beaucoup plus profonde. Une vérité qui parle de racines, de rejet, de silence. Une vérité qui nous oblige à regarder en face le miroir d'une société qui juge plus vite qu'elle ne comprend. Dans ce documentaire, nous allons vous emmener là où les caméras ne vont jamais. Dans les coulisses d'une ascension fulgurante, dans les chutes que personne ne raconte. Et surtout, dans cette part d'elle qu'elle n'a jamais vraiment montrée. Jusqu'à maintenant. Née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali, Aya Danyoko, que le monde connaîtra plus tard sous le nom de scène d'Aya Nakamura, n'a pas commencé sa vie avec des projecteurs. Elle est la fille d'une griotte malienne, une chanteuse traditionnelle reconnue dans sa communauté, mais dont l'écho ne franchissait pas les murs des cérémonies familiales. Très tôt, Aya baigne dans les sons et les rythmes d'Afrique de l'Ouest. La kora, les percussions, les chants du Sahel. Mais le déracinement va rapidement bouleverser cette enfance. Ses parents s'installent en France, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une banlieue qu'on ne présente plus, là où les rêves doivent être bruyants pour survivre. Aya grandit dans une famille nombreuse. Elle est l'aînée de 5 enfants. Très vite, elle doit apprendre à faire beaucoup avec peu. Les fins de mois sont difficiles, les regards sont durs à l'école. Aya n'a pas la bonne couleur de peau. Pas le bon nom, pas les bons codes. Dans un pays où les standards de beauté et de réussite sont encore étroitement liés à une certaine élite blanche et bourgeoise, la petite malienne au regard intense comprend qu'il va falloir redoubler d'efforts pour exister. Elle se réfugie dans la musique. Mais pas dans la musique classique, ou le piano comme on l'apprend dans les écoles parisiennes. Non. Aya s'accroche aux voix qu'elle entend sur YouTube. Beyoncé, Rihanna, les reines de la pop noire américaine. Elle les écoute en boucle, les imite, écrit des paroles. Elle découvre que sa voix a une couleur. Quelque chose de chaud, de sincère, d'imparfait. Elle enregistre ses premières vidéos avec des moyens rudimentaires. Sa chambre devient un studio, son téléphone, une scène. Mais ce n'est pas seulement sa voix qui attire l'attention. C'est son attitude, une assurance rare pour une jeune fille de quartier. Une manière de dire ce qu'elle pense sans filtre, avec ce franc-parler typique des cités. Rapidement, elle prend un pseudonyme, Nakamura, inspiré du personnage de Hiro Nakamura dans la série Heroes. Parce qu'il maîtrise le temps, parce qu'il change le cours des choses, parce qu'elle aussi veut réécrire le destin. À ce moment-là, Aya ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Elle poste quelques sons, participe à des collaborations avec d'autres artistes émergents. Sa musique est un mélange audacieux de zouk, de R&B, d'afro-trap et de pop. Personne ne sait vraiment où la placer. Trop urbaine pour les radios traditionnelles. Trop pop pour les puristes du rap. Trop noire pour la variété française. Trop française pour les médias africains. Elle dérange. Parce qu'elle ne rentre dans aucune case. Les premières critiques arrivent. On moque son langage, son argot, sa manière de s'habiller. On la réduit à une fille de banlieue qui fait de la musique pour les jeunes des cités. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette banlieue est un monde à part entière. Un monde avec ses codes, sa langue, ses douleurs, sa beauté. Et Aya Nakamura en est une enfant authentique. Pendant ce temps, elle continue d'écrire.
Elle refuse les compromis. Elle ne veut pas changer son accent. Elle ne veut pas lisser ses textes. Elle chante comme elle parle. Et c'est précisément là que réside sa force. Car des milliers de jeunes filles se reconnaissent en elle. Elles entendent, pour la première fois, une voix qui leur ressemble. Aya devient un symbole, malgré elle. Un visage de cette France invisible qui n'apparaît jamais à la télévision. Une France métissée, rebelle, créative. Mais aussi une France en colère. Car si Aya attire la lumière, elle cristallise aussi les tensions. Les débats sur l'identité, l'intégration, la laïcité, le racisme. Tout cela s'invite dans sa musique. Même quand elle ne dit rien, même quand elle veut juste faire danser. Le succès ne tarde pas. Mais avec lui, une pression terrible. Être la première femme noire francophone à atteindre de tels sommets n'est pas un honneur tranquille. C'est une responsabilité écrasante. Aya se retrouve à porter sur ses épaules les espoirs de toute une génération. Et les critiques redoublent. Chaque mot, chaque clip, chaque tenue devient un sujet d'analyse. Elle est trop ceci, pas assez cela. Elle ne représente pas bien la culture. Elle donne une mauvaise image des femmes noires. Elle n'a pas la classe. Elle n'a pas la voix. Mais ceux qui parlent si fort oublient une chose. Aya Nakamura n'a jamais demandé à représenter qui que ce soit. Elle veut juste chanter sa vie. Et sa vie, c'est celle d'une enfant d'immigré, d'une fille de banlieue, d'une jeune mère, d'une artiste libre. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette attitude bravache se cache une fragilité immense. Une peur constante de ne pas être à la hauteur. Une solitude glaçante, même au sommet. Car quand on vient d'Aulnay et qu'on vend des millions de disques, il n'y a pas vraiment de modèle à suivre. Pas de guide, pas de soutien, seulement des obstacles. Et pourtant, elle tient. Elle avance, portée par une rage sourde, une envie de prouver qu'elle mérite sa place. Pas pour flatter son ego, mais pour les petites Aya qui grandissent dans le silence. Pour celles qu'on n'écoute jamais. Dans les chapitres qui suivront, vous découvrirez comment cette ascension fulgurante s'est doublée de chutes brutales. Comment les médias, le public, les institutions ont parfois tenté de l'effacer. Et comment, malgré tout, elle a continué à chanter. Car la vérité d'Aya Nakamura, c'est qu'elle ne s'est jamais contentée d'exister. Elle a choisi de déranger. Et c'est peu être pour cela qu'elle est devenue incontournable. Tout commence avec une vidéo. Une simple vidéo postée sur les réseaux. Un extrait d'une chanson entêtante, avec un refrain que personne ne peut oublier. Oh Dja, y a pas moyen Dja. En quelques heures, la toile s'enflamme. Le rythme, la mélodie, le ton désabusé, tout y est. Aya Nakamura, qui jusque-là n'était qu'un nom circulant dans les sphères urbaines, devient un phénomène viral. Le morceau grimpe les classements, franchit les frontières, devient numéro 1 dans plusieurs pays européens et finit même par être remixé par Maluma, star mondiale du reggaeton. Aya entre dans une autre dimension. Ce n'est plus seulement une chanteuse de quartier. C'est une star internationale. Mais avec la célébrité, le regard change. Ceux qui l'ignoraient commencent à s'intéresser. Et ceux qui l'adulaient commencent à critiquer. On l'invite sur les plateaux télé pour mieux l'observer. On scrute ses moindres gestes, ses tenues, son attitude. Aya dérange. Elle n'a pas la docilité attendue. Elle ne joue pas le jeu des médias. Elle refuse les interviews compassées, les photos imposées, les sourires forcés. Quand elle se rend à la cérémonie des NRJ Music Awards en 2018, un malaise énorme éclate. Nikos Aliagas écorche son nom, la prononçant Yaka Nakamura. La presse s'en amuse. Elle, non. Elle le vit comme un manque de respect. Ce n'est pas un simple oubli. C'est révélateur. Même à l'apogée de sa carrière, on ne fait pas l'effort de la nommer correctement. Elle exprime publiquement son agacement. Et les critiques fusent. Susceptible, ingrate, trop agressive. Une femme noire qui refuse de sourire et de se taire devient rapidement problématique. Et le vent tourne. Aya commence à accumuler les malentendus. Ses propos sont sortis de leur contexte. Ses tweets deviennent des polémiques. Ses silences aussi. Chaque apparition devient un champ de bataille.
La presse People se délecte de ses relations privées, de ses disputes avec ses ex, de ses choix de mère célibataire. Mais derrière les projecteurs, c'est une autre réalité qui s'installe. Aya se bat. Contre les médias, contre les idées reçues, contre les institutions qui la boudent. Malgré son immense succès, elle est ignorée par les victoires de la musique. Pas de nomination, pas de reconnaissance officielle. On la cantonne à la musique urbaine, comme si son art n'était pas assez noble, pas assez légitime. En 2020, elle sort l'album Aya, un disque personnel, intime, écrit comme un journal intime. Elle y parle d'amour, de trahison, de maternité. Elle y met tout. Et pourtant, l'album est accueilli avec froideur par une partie de la critique. Trop populaire, pas assez intellectuel, trop Aya finalement. Puis viennent les tensions avec les cérémonies. Lors d'un autre Energy Music Awards, elle refuse de venir. Elle dénonce une hypocrisie, une instrumentalisation de son image. Et elle en paie le prix. Moins d'invitations, moins de relais médiatiques. En parallèle, ses concerts cartonnent. Ses fans sont fidèles, passionnés. Mais même là, les obstacles continuent. En 2023, elle est invitée à chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Une fierté immense. Mais immédiatement, une vague de haine s'abat sur elle. Des messages racistes, misogynes, violents. Des pétitions circulent pour l'empêcher de représenter la France. Pourquoi tant de haine? Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est femme, parce qu'elle parle comme les quartiers qu'on veut oublier, ou simplement parce qu'elle réussit là où tant d'autres ont échoué. Aya encaisse. Encore. Elle ne se plaint pas. Elle continue de chanter. Mais quelque chose change. Son regard, moins rieur, plus dur, plus distant. Elle se protège, car chaque chute, chaque trahison la marque. Ses relations personnelles deviennent chaotiques. Des accusations de violence conjugale circulent. Elle est tantôt victime, tantôt accusée. Les frontières se brouillent. Les journalistes s'en emparent. Le public juge. Et Aya, au milieu de cette tempête, tente de tenir debout. Elle disparaît des radars quelques mois, prend du recul, puis revient, toujours, plus forte, plus libre, plus tranchante. Sa musique évolue. Ses textes deviennent plus introspectifs, moins légers, plus graves. Elle refuse toujours de rentrer dans un moule. Elle ne fait pas de concessions, même si cela lui coûte. Et cela lui coûte cher. Car dans l'industrie musicale française, la liberté a un prix. Surtout quand on vient d'Aulnay. Malgré tout, elle reste debout. Elle remplit des salles. Ses clips dépassent les centaines de millions de vues. Elle est écoutée dans le monde entier. Mais en France, la reconnaissance reste incomplète. Injuste. Cette ascension fulgurante, entrecoupée de chutes brutales, raconte plus qu'une trajectoire d'artiste. Elle raconte une guerre culturelle, une bataille identitaire, une lutte pour exister dans un pays qui dit liberté, égalité, fraternité, mais qui peine encore à accepter qu'une femme noire, indépendante, non conformiste, puisse devenir une icône nationale. Aya Nakamura n'est pas parfaite. Elle ne cherche pas à l'être. Elle est brute. Elle est complexe. Elle est entière. Et c'est précisément pour cela qu'elle fascine autant qu'elle divise. Car sa réussite n'est pas seulement musicale. C'est une déclaration, une insoumission, une gifle à tous ceux qui pensaient qu'une fille comme elle ne pouvait pas y arriver. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans ce qu'elle a longtemps gardé secret, dans ce qu'elle ne dit pas. Derrière ses paroles enflammées et ses refrains entêtants se cache une vérité bien plus profonde, une douleur, une rage et un combat intérieur que peu ont osé regarder en face. Pendant longtemps, Aya Nakamura a joué un rôle, celui de la fille forte, de l'artiste indifférente aux critiques, de la star inaccessible. Elle répondait peu, laissait couler, enchaînait les hits. Mais derrière cette façade se cachait une douleur profonde, une blessure ancienne. Tout commence par une sensation, celle de ne jamais être vraiment à sa place. Même au sommet, même quand elle remplit les plus grandes salles, elle sent qu'elle dérange. Elle n'est pas perçue comme une artiste à part entière, mais comme une anomalie,
dans le paysage musical français. En privé, Aya confie à ses proches ce sentiment d'isolement, cette impression d'être tolérée, mais pas célébrée, invitée à la table, mais jamais vraiment accueillie. Lorsqu'on lui tend un micro, ce n'est pas pour l'écouter, mais pour mieux la juger. Tout est sujet à débat. Sa manière de parler, de chanter, de s'habiller, d'élever sa fille. Et puis il y a les silences, ceux des institutions, des médias respectables, des grands festivals qui ne l'invitent pas, des récompenses qui ne viennent jamais. Aya vend des millions de disques, mais reste absente des palmarès culturels. Comme si son succès n'était pas vraiment valable. Comme s'il était accidentel. Ce qu'elle vit, c'est une forme de violence sourde. Celle qui ne dit pas son nom. Celle qui consiste à invisibiliser, à minimiser, à exclure sans l'avouer. Aya est noire, femme, fière et sans filtre. Elle ne joue pas le jeu. Et pour cela, elle paie un prix lourd. L'un des moments les plus marquants de cette douleur silencieuse remonte à l'époque de sa séparation avec le père de sa fille. Dans les médias, elle devient un sujet de ragot. Des photos fuitent, des accusations circulent. Certaines vraies, d'autres totalement inventées. Mais peu importe, elle est jugée, avant même de pouvoir parler. Elle écrit alors en cachette. Des pages entières de colère. Des textes qu'elle n'osera pas toujours chanter. Des phrases qu'elle rature. Elle pleure, seule, dans son appartement. Et quand elle revient sur scène, elle sourit. Parce qu'il faut. Parce que tout le monde attend le show, pas la femme. Dans les studios d'enregistrement, ses producteurs voient le changement. Sa voix se brise plus souvent. Elle ne veut plus seulement faire danser. Elle veut dire, témoigner. Raconter ce que c'est que de porter un masque tous les jours. Son entourage proche dit qu'Aya a connu plusieurs phases de repli. Parfois, elle disparaît complètement. Elle coupe son téléphone. Elle s'isole. Elle dit qu'elle a besoin de silence. Pas seulement pour écrire, mais pour respirer. Dans une rare confession, elle aurait dit à un ami « Ils veulent que je sois une caricature, une fille de banlieue qui chante des refrains faciles. Mais moi je suis plus que ça, je suis complexe. Je suis fatigué de devoir prouver chaque jour que j'ai ma place ici. Car ce que peu de gens voient, c'est la violence psychologique de cette lutte quotidienne. Le fait d'être toujours ramené à ses origines, à son accent, à sa peau, le fait qu'on attende d'elle, qu'elle soit reconnaissante, mais jamais trop ambitieuse. Aya aurait pu céder, se conformer, modifier sa musique, s'adoucir. Elle aurait eu plus de récompenses, moins de conflits, mais elle a refusé, parce qu'elle sait que si elle cède une fois, elle cessera d'être elle-même. Et cette fidélité à son identité est sa plus grande force, mais aussi son plus grand fardeau, car elle doit se battre non seulement pour sa carrière, mais pour son droit d'exister telle qu'elle est. Il y a aussi la maternité. Un sujet qu'elle garde farouchement privé, sa fille et sa lumière, mais aussi son encre. Aya vit avec la peur constante qu'on utilise cet amour contre elle, que le moindre faux pas soit interprété comme un échec en tant que mère. Elle a confié, un jour, « Je chante pour elle, pour qu'elle sache qu'elle peut tout faire, qu'elle n'a pas à s'excuser d'exister. » Et puis, il y a ce que personne n'a jamais entendu. Des tentatives d'intimidation, des insultes racistes, des menaces, dans les coulisses de concerts, dans les messages privés. Aya encaisse, elle ne parle pas. Mais elle garde tout. Elle enregistre des voix sur son téléphone, des mots qu'elle n'ose pas publier, des refrains qu'elle fredonne dans le noir. Elle a peur, parfois, pas seulement pour elle, mais pour ce qu'elle représente. Car elle le sait, elle est devenue un symbole, une cible, une projection de ce que la France aime et de ce qu'elle refuse encore d'accepter. Aya Nakamura, c'est la vérité d'une génération qu'on n'a pas voulu entendre. C'est la rage de ceux qu'on a toujours laissés à la marge. C'est la voix de ceux qui n'ont jamais eu de micro. Et ce qu'elle cache, ce n'est pas une honte, c'est une force, une résilience, une foi immense dans le pouvoir de l'art, dans le pouvoir de dire. Elle aurait pu tomber 1000 fois. Elle est tombée, mais elle s'est relevée. Toujours. Avec plus de feu, plus d'authenticité.
Car la vérité d'Aya Nakamura, ce n'est pas une ligne dans un tabloïd. C'est une bataille intérieure, une lutte pour l'amour-propre, pour la dignité, pour la reconnaissance. Et cette vérité, elle l'a portée seule pendant longtemps. Aujourd'hui, elle la chante. Ce que représente Aya Nakamura dépasse largement le cadre de la musique. Ce n'est pas seulement une question de talent ou de chiffres de vente. C'est une affaire de société, une question de regard, de reconnaissance et de justice. Car, si l'on prend un instant pour analyser son parcours, on se rend compte que tout ce qu'elle a accompli, elle l'a fait à contre-courant, sans le soutien des grandes maisons de disques traditionnelles à ses débuts, sans les relais bienveillants des médias institutionnels, sans passer par les circuits culturels classiques. Et pourtant, elle a conquis la France. Et bien au-delà. À sa manière, ce que la chaîne veut souligner ici, ce n'est pas un portrait à charge ou une idolâtrie aveugle. C'est un constat. Celui d'une réussite hors norme, mais aussi d'un traitement médiatique profondément inégal. Pourquoi une artiste qui bat tous les records en streaming, qui fait salle comble, qui inspire des millions de jeunes femmes dans le monde, continue-t-elle d'être aussi peu considérée dans le paysage culturel français officiel? La réponse dérange, parce qu'elle bouscule les codes, parce qu'elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, parce qu'elle refuse la posture de la victime ou de la repentie, parce qu'elle parle comme elle vit, avec ses vérités crues, ses erreurs, ses excès, et parce qu'elle est noire, femme, jeune, issue de banlieue, et qu'elle ose le dire. Aya Nakamura cristallise les tensions françaises les plus profondes, celles liées à la classe sociale, à la race, au genre, à la langue, à l'acceptation de l'autre tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Elle ne demande pas qu'on l'aime. Elle demande qu'on la respecte. Et c'est peu être cela qui dérange le plus. Nous vivons dans un pays où les élites culturelles ont encore du mal à sortir de leur bulle. Où la musique urbaine, bien qu'omniprésente dans la jeunesse, reste regardée avec condescendance. Où l'argot des quartiers est perçu comme une menace. Mais le monde change, et Aya Nakamura est l'un des visages de ce changement. Une femme qui écrit ses propres règles, qui refuse les cases, qui ouvre des portes, non sans douleur, mais avec une force rare. Il est peu être temps de reconsidérer ce que l'on appelle l'art légitime. Peu être que le vrai courage, aujourd'hui, réside dans cette capacité à rester soi-même, dans un système qui pousse à se travestir. Aya, par sa seule existence, interroge la France sur sa capacité à accepter la diversité dans toute sa complexité. Pas une diversité de vitrine, une diversité réelle, profonde. Et si demain, une autre jeune fille d'Aulnay-sous-Bois, ou de Saint-Denis, ou de Marseille, décide de prendre un micro et de raconter sa vie avec ses mots à elle, ce sera aussi grâce à Aya. Car oui, elle a ouvert la voie, à coups de cris, de silence, de rythme et de vérité crue. Chez Caché des projecteurs, nous croyons en la puissance des voix qui dérangent, en la nécessité d'écouter celles qui ne rentrent pas dans le moule, en l'importance de reconnaître que parfois, ce que l'on rejette le plus violemment est précisément ce dont on a le plus besoin d'entendre. Aya Nakamura n'est pas parfaite, et tant mieux. Elle est humaine, authentique, contradictoire. Elle fait partie de cette génération d'artistes qui ne demandent plus la permission. Et rien que pour cela, elle mérite qu'on l'écoute. Vraiment. Sans filtre, sans préjugés. Un soir, dans un studio perdu de la banlieue parisienne, la lumière est tamisée. Une simple lampe éclaire une console. Derrière la vitre, une silhouette, seule, concentrée. Aya Nakamura enregistre une nouvelle chanson. Le casque sur les oreilles, les yeux fermés, elle cherche les mots justes. Ce n'est pas pour un album, ce n'est pas pour les plateformes, c'est pour elle. Pour vider ce qu'elle a sur le cœur, ce que personne ne voit, ce qu'elle n'a jamais vraiment dit. La voix qu'on entend cette nuit-là n'a rien à voir avec les refrains légers de ses débuts. Elle est grave, parfois tremblante. Elle chante sans artifice, sans maquillage, sans posture. Elle chante Aya. Pas l'icône, pas la star, juste la femme.
On imagine la petite fille qu'elle était, dans les rues d'Aulnay, rêvant d'un avenir trop grand pour elle. On pense à toutes les fois où elle a voulu abandonner, à toutes les blessures, tous les regards condescendants, toutes les humiliations invisibles. Et pourtant, elle est toujours là, plus forte, plus vraie. Son parcours, c'est celui d'une résilience rare, une lutte de chaque instant, une manière de se battre avec ses armes. La musique, la voix, le silence. Aya Nakamura n'a jamais voulu être une héroïne. Elle a juste voulu vivre libre. Et cette liberté, elle l'a payée cher. Mais elle ne l'échangerait pour rien au monde. Aujourd'hui, la France ne sait toujours pas comment la regarder. Elle est trop ceci, pas assez cela. Elle divise, elle fascine, elle irrite. Mais une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent. Et peut être que, dans quelques années, quand les tempêtes seront passées, quand les débats seront retombés, on se souviendra d'elle comme de l'une des premières à avoir osé. Oser être noire, sans se cacher. Oser être femme, sans s'excuser. Oser dire les choses, sans trembler. Un jour, peut-être, sa fille écoutera ses chansons, enregistrées tard le soir. Et elle comprendra. Elle comprendra que sa mère n'était pas seulement une star. Elle était un combat, un cri, une vérité. Et à ce moment-là, tout prendra sens.